Bonjour à tous et toutes, sois bienvenue, je suis Fernanda et aujourd'hui nous allons parler de dédimères, bon plus spécifiquement de l'embolie pulmonaire. Mais alors quand est-ce qu'on va doser les dédimères, ces dédimères qui nous donnent de maux de tête, mon Dieu, quand est-ce qu'on fait ça, quand? Bah attendez la vignette. Voilà, donc sans lunettes pour ne pas faire de réflexe avec les lumières, on continue. Aujourd'hui, on va parler des dédimères, mais bon, je ne vais pas parler que de ça, donc je vais faire un petit résumé par rapport à la prise en charge de la suspicion d'embolie pulmonaire. Comment arriver à cette hypothèse diagnostique? Qu'est-ce qui nous amène au niveau clinique à penser à une embolie pulmonaire? Les principaux signes cliniques ou symptômes qu'on va trouver seront trois. Les principaux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais les principaux seront la douleur basi-thoracique, la dyspnée, et ça par rapport à tachypnée, désaturation, donc voilà, la dyspnée en sa globalité, et malaise ou syncope, d'accord? Il y a plusieurs autres symptômes qui pourront être retrouvés dans notre tableau clinique, et je vais parler de quelques-uns parce qu'il y a un tableau super intéressant, mais il faut que je vois si je trouve en français. Là, je vais vous montrer un des livres, voilà, c'est en pavé, un des livres que j'utilise beaucoup en bibliographie, c'est les livres de... c'est les urgences, on va dire ça, Emergências Clínicas en portugais, ça serait voilà, les manuels d'urgence, de médecine d'urgence, et c'est l'équivalent en français. Et du coup, ces livres-là, c'est un livre fait par la faculté de médecine de l'Université de São Paulo, au Brésil. Et donc, du coup, j'ai ramené ça dans l'avion quand j'ai déménagé en France. Voilà, j'avais quelques habits, voilà, et ça qui prend, je sais pas, 5-6 kilos dans ma valise, d'accord? Donc, vous imaginez la personne, les priorités dans la vie. Voilà, c'est ça, mon beau livre de médecine. Et du coup, ces manuels-là, ils m'aident beaucoup, spécialement quand il faut faire de fiches ou quand il faut faire de vidéos pour vous. Donc voilà, il y a ce tableau. Vous n'allez rien comprendre, c'est en portugais, mais je vous montre pour expliquer. Donc on a le symptôme, ou c'est qu'on retrouve au niveau clinique, un symptôme ou signe clinique, la fréquence où on trouve ces symptômes ou signes cliniques dans l'embolie pulmonaire, et les risques relatifs, d'accord? Donc ça, c'est très intéressant par rapport à, et je vous donne un exemple. Donc, un des symptômes les plus présentés, donc 70%, c'est celui qui est le plus, qui a la fréquence la plus haute, 70,4%, c'est la dyspnée. Et le risque relatif, c'est de 1,26, ça veut dire qu'il est supérieur à 1. Donc, il est significatif. On considère ces signes cliniques dans l'hypothèse diagnostique, dans notre réflexion pour l'embolie pulmonaire, mais ce n'est pas celui qui a le risque relatif le plus haut. Et je pense que vous n'allez pas découvrir. Est-ce que vous savez quel est le symptôme qui présente les risques relatifs les plus hauts? Donc, de cette liste que j'ai, c'est lui qui a plus de risques, 2,9. C'est un antécédent de TVP ou d'embolie pulmonaire. Donc, si les patients ont déjà présenté un autre épisode ou de TVP ou d'embolie pulmonaire, là, il y a un risque presque 2 fois plus grand de faire un nouveau épisode d'embolie pulmonaire qu'un patient qui n'a pas cet antécédent-là. C'était pour donner un exemple basé sur cette liste de fréquence et risques relatifs par rapport aux différents symptômes ou signes cliniques retrouvés dans les patients qui viennent aux urgences pour une embolie pulmonaire. Donc on continue. On a les patients qui viennent pour un dyspnée avec malaise. Là, on va se dire, ah d'accord, donc je pense à une embolie pulmonaire. C'est là qu'on va faire les dédimères? Non, là d'abord, on va faire le score qui peut être le score de Genève ou le score de Wells. En tout cas, on va faire la probabilité pré-test, d'accord? Donc avec ces scores-là, on va cocher les cases et voir est-ce que mon patient présente une probabilité faible, intermédiaire ou élevée d'embolie pulmonaire. D'accord? Donc les scores vont nous aider à calculer cette probabilité
Pré-test, donc test, c'est l'examen de biologie ou d'imagerie qu'on fera. Donc la probabilité pré-test pour la maladie qu'on pense. D'accord, on a fait les calculs et on sait maintenant que notre patient a un risque élevé, d'accord, d'embolie pulmonaire. C'est là qu'on va doser les dédimères? Non, là, on n'a pas besoin de doser les dédimères parce qu'on a déjà un risque élevé. C'est notre risque élevé sur cette probabilité préclinique, ça veut dire qu'on peut aller directement à l'imagerie. Mais Fernanda, les radiologues de fois nous demandent, on peut dire tout, présenter les cas, tout beau, et là elle va me dire, et les dédimères? Là, on peut discuter avec notre confrère, consoeur, radiologue, en expliquant qu'on a une forte probabilité pré-test, qu'on a un patient qui présente tel symptôme ou signe clinique, qui en plus notre score de Genève ou de Wells a tel résultat, et que du coup, on n'a pas besoin de doser les dédimères si j'ai une forte probabilité clinique d'embolie pulmonaire. On peut aller directement à l'imagerie, ça nous économise du temps, on ne fait pas perdre de temps ni au radiologue, ni aux patients, ni à nous, ni au système de santé en général. Vous avez compris un peu l'idée. D'accord, donc quand est-ce qu'on va doser les dédimères? Pour ceux qui ont un faible risque ou un risque intermédiaire. Donc on a fait, là, on a coché nos petites cases et on tombe sur un risque faible ou intermédiaire d'embolie pulmonaire. Là, oui, on va doser les dédimères. Et donc, les dédimères, que je vous rappelle, notre seuil est de 500. Donc, s'il est plus élevé, donc ça dépasse les 500, chez les patients de moins de 50 ans, là, on va considérer que voilà, il est positif, il faut faire une imagerie pour confirmer cette embolie pulmonaire et savoir exactement la position anatomique du thrombus. Et pour les patients qui ont plus de 50 ans, il faut considérer les seuils comme en étant 10 fois leur âge. Donc, par exemple, si j'ai un patient de 62 ans, on va considérer 620. Si les dédimères dosés sont supérieurs à 620 nanogrammes par millilitre, là, on va considérer comme un résultat positif et on fera l'imagerie médicale. Et quelle imagerie médicale? Donc, l'examen de première intention, c'est les scanners, l'angioscanner thoracique, que va nous montrer exactement l'endroit où on voit l'embole, d'accord? Pour les patients qui ne peuvent pas être injectés, d'accord, parce que c'est un examen qui a besoin d'une injection de produits de contraste, donc les personnes qui sont allergiques à l'iode ou les personnes qui présentent une insuffisance rénale avec une clairance de créatinine inférieure à 30 ml par minute, sur ces groupes-là, on fera la scintigraphie ventilation-perfusion. Si on n'a pas ni une chose ni l'autre, là, on pourra faire un écho-doppler de membres inférieurs proximal, niveau proximal, pour voir si on trouve du thrombus, sachant que si on ne trouve pas de thromboembolisme veineux proximal, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un embolie pulmonaire. C'est plutôt si on trouve, là, on considère qu'il y a un fort risque et donc on va faire les traitements de toute façon par anticoagulant. Et si on ne trouve pas, bon, ça n'élimine pas l'embolie pulmonaire. Il faut quand même faire ou l'angioscanner thoracique ou la scintigraphie ventilation-perfusion. Bon, c'est ça pour aujourd'hui. C'était vraiment pour vous parler de quand faire, et le plus important, de quand ne pas faire, d'accord, les dosages de dédimères. Et même dans ce sens-là, de quand ne pas faire les dosages de dédimères, je vous ramène aussi cette score. Bon, bah là, vous n'allez pas comprendre de nouveau, mais voilà, je vais marquer sur l'écran. C'est le score Pulmonary Embolism Rule Out Criteria, le PERC, P-E-R-C. Et donc, ces scores-là, en fait, il est utilisé que pour identifier les patients qui ont vraiment faible risque, d'accord, de faire une embolie pulmonaire. Donc, on va utiliser vraiment pour les patients, par exemple, 24 ans, qui vient avec une douleur thoracique et qu'on va se dire, est-ce que je dose les dédimères? Parce qu'après, ils peuvent être faussement augmentés pour un tel contexte. Est-ce que je fais, je ne fais pas? Donc, ces scores-là peuvent nous aider dans ces cas-là. Si on voit vraiment voilà, les tableaux typiques avec une dyspnée brutale, débuté à tel moment, associé à un malaise, qui en plus est associé à une désaturation, ben voilà, là, ce n'est pas les cas-là, on n'utilisera pas ces scores-là, on part sur les fluxogrammes d'avant, d'accord? Et pour
faire ces petits résumés. Maintenant, je cache mon visage avec une photo de notre fluxogramme pour vous aider à réfléchir de façon voilà, plus claire. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo que j'avais déjà faite par rapport à comment traiter l'embolie pulmonaire, je vais la laisser marquée ici. En fait, c'est pas vraiment sur les traitements, mais pour savoir si on peut traiter ces patients en ambulatoire. Donc, c'est pour savoir, les patients là, d'accord, je diagnostiqué mon embolie pulmonaire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux le faire rentrer à la maison avec un anticoagulant oral ou il faut absolument l'hospitaliser et débuter les traitements anticoagulants à l'hôpital. Donc pour ça, je vous laisse donc noter la vidéo là. Et si vous voulez savoir un peu plus sur les traitements, j'ai des doutes sur quel anticoagulant utiliser, les doses, etc., notez ici dans les commentaires. Comme ça, je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés par cette thématique et je ferai d'autres vidéos à ces sujets. Je voudrais profiter pour vous montrer ces sites. Vous pouvez voir que c'est l'encyclopédie médicale libre pour les étudiants et professionnels de santé. C'est pour la médecine générale et ils ont plusieurs types de fiches. Ce sont des fiches très complètes, donc elles sont vraiment bien. Il y a aussi des fluxogrammes pour aider à bien visualiser les sujets. Et comme vous pouvez voir aussi à côté, ils ont les bibliothèques avec recommandations référentielles. Vous pouvez aussi créer votre espace personnel. Donc franchement, c'est très intéressant. Si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous tout de suite, laissez votre like, partagez la vidéo et appuyez la petite clochette pour être notifié quand il y a de nouvelles vidéos dans la chaîne, ok? Restez bien en paix et en bonne santé, à la prochaine!